Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle édition de nos webinaires La Fusée. On continue sur notre rythme d'un webinaire par mois et en ce 17 juin, on a la chance d'accueillir Alex Thériault avec nous. Salut Alex. Salut, ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va bien. Bon, Alex est avec nous aujourd'hui pour parler rédaction web. Rédaction web, c'est une de nos formations et de nos thématiques, on va dire, historiques chez La Fusée. On propose cette formation-là depuis qu'on existe en 2018. Simplement, entre 2018 et 2026, c'est peu dire que la discipline a beaucoup évolué. Et donc, on s'est dit que ça valait probablement la peine de faire une petite mise à jour sur l'état de l'art en 2026, d'autant que tu vas nous en parler. Google a lâché quelques infos récemment qui méritent d'être partagées au plus grand nombre et à tous ceux qui sont face au défi de la rédaction chaque jour. Donc, le contenu, le thème du jour sera du contenu générique au contenu authentique, repenser la rédaction web à l'heure de l'IA. Moi, c'est Clément, je suis un des cofondateurs de La Fusée. On va parler un petit peu plus loin de ce qu'on fait chez La Fusée si vous ne nous connaissez pas encore, mais avant, je vais surtout laisser Alex se présenter. Alex, c'est un de nos formateurs chez La Fusée sur tous les sujets relatifs au SEO, à la rédaction web. Et puis, on est super content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et de venir nous partager ton expertise. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Écoute, moi, je suis à l'extérieur. Ça fait 10 ans que je suis que j'ai ma boîte, que je suis dans le domaine là, du marketing numérique. J'ai une boîte qui s'appelle chapeau.ca, spécialisée en rédaction web et SEO. On est une petite agence boutique, donc c'est moi qui fais le travail avec quelques collaborateurs. Des clients de type là, institutionnel, des municipalités, des organisations, avec une spécialisation dans les refontes. Donc, les refontes de contenu, les refontes de sites web. Puis, l'écriture, c'est là partout dans ma vie aussi. J'écris sur LinkedIn, je partage des réflexions sur la rédaction web. J'ai eu des projets aussi à côté de rédaction, d'articles de blog, de sites de niche. Donc, je baigne dans cette eau-là depuis 10 ans à la rencontre des mots de la rédaction et des stratégies de visibilité, SEO et aujourd'hui GEO, AEO, là, peu importe comment on appelle ça. Donc, vous l'aurez compris, on est avec la bonne personne pour nous parler de ces sujets. Parce que c'est vrai que souvent, originellement, les pros de la rédaction étaient des gens avec une touche éditoriale ou linguistique ou quand même une appétence pour les lettres. Mais maintenant, c'est aussi indispensable d'avoir une forme de croisement avec les données et puis avec des compétences presque un petit peu techniques. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Personnellement, je représente le collectif intégral et plus précisément La Fusée. Donc, La Fusée, c'est un centre de formation qui est dédié et spécialisé dans la formation sur le marketing numérique. C'est de là dont on vient à l'origine. Et puis, depuis 2022, l'intelligence artificielle. Donc, on donne tout autant des formations sur le SEO, Google Ads, Google Analytics, etc., que des formations sur ChatGPT, Copilot, Claude Code. On est vraiment maintenant 50-50 grosso modo dans la répartition. Et puis, il y a des formations de groupe, en petits groupes avec un expert, comme c'est le cas avec Alex. On propose aussi des ateliers, des formations privées, des conférences, voilà, tout type de contenu si vous voulez renforcer les compétences de vos équipes dans toutes ces thématiques. Et puis, on fait partie d'un groupe un peu plus grand qui s'appelle Intégral, dans lequel il y a aussi un volet agence qui fait de la performance et un volet, on va dire, implantation IA au sein des entreprises avec notre petite compagnie sœur qui s'appelle Genia. Quelques autres petits éléments avant de rentrer dans le contenu. Si vous êtes des habitués de ce type d'événement, vous savez qu'à la fin du webinaire, on va faire un petit quiz et que le gagnant se fera offrir une formation de groupe de son choix. Donc, soyez bien attentifs. En plus, les questions ne sont pas si simples cette fois-ci. Puisque vous nous accordez de votre temps aujourd'hui, on vous gâte en vous proposant 20% de rabais valide jusqu'au 30 juin en utilisant le code promo que vous voyez sur votre écran. Et puis, dernier élément, on a un prochain webinaire qui va arriver en juillet, mais vous aurez accès aux éléments un petit peu plus tard. Deux derniers petits points. Premièrement, vous avez accès à un chat et vous avez accès à un onglet de questions. Donc, n'hésitez pas à nous saluer dans le chat ou à nous dire qui vous êtes ou ce que vous attendez de ce webinaire. Et puis, n'hésitez pas aussi à utiliser la section questions-réponses pour poser toutes vos questions. Mettre des pouces en l'air s'il y a des questions que vous jugez
particulièrement intéressantes. Ça nous permettra aussi de faire le tri et à la fin d'utiliser le temps qui reste pour y répondre. Donc vraiment, plus c'est interactif, mieux on se porte. N'hésitez pas à venir nous partager vos opinions ou nous saluer dans le chat. Je vais commencer avec un petit bonjour tout le monde et n'hésitez pas donc à nous répondre. Et puis un dernier petit point avant de te passer le micro, Alex. Vous êtes des petits chanceux tous autant que vous êtes, puisque vous l'avez vu, pour vous connecter, on est donc sur cette plateforme qui s'appelle Circle. Circle, c'est pas juste un outil de webinaire, ça se veut être un outil un peu de communauté. Notre ambition avec cette plateforme-là, dont on est encore aux prémices, c'est de vous donner accès à beaucoup plus de contenu que ce qu'on avait tendance à faire jusqu'à maintenant, agrégé au même endroit, d'en faire un endroit de discussion, d'échange et d'apprentissage, avec des formations toujours avec des experts comme on le fait maintenant, mais aussi avec du contenu asynchrone. Donc, puisque vous avez fait l'effort d'être là aujourd'hui, vous allez recevoir sous peu un courriel dans lequel on va vous donner accès gratuitement à un cours solo. Donc, c'est des cours d'apprentissage en solo. Vous le voyez ici sur mon écran, cours en solo. Ça va vous donner accès à un cours complet sur la rédaction web. Évidemment, ça reste du cours très... du contenu enregistré à l'avance, mais bien structuré, bien organisé, avec des méthodes d'apprentissage qu'on a déjà éprouvées à travers le temps sur nos formations de groupe. Et puis le but, c'est aussi de fournir des formats un petit peu plus à la demande, si vous n'avez pas le temps ou pas la ressource de participer à une formation de groupe, et évidemment de vous donner envie d'aller en savoir plus avec un expert. Donc ça ressemble à ça, vous voyez, on a plusieurs modules auxquels on a accès, et derrière, sur chaque module, il y a des petites vidéos avec tout un tas d'éléments qui vous permettent de poursuivre votre apprentissage et, je l'espère pour vous, de progresser sur la thématique de votre choix. Donc, vous allez avoir accès à tout ça sur le sujet de la rédaction web dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Vous aurez aussi accès derrière à un Google Form et on serait très, très, très preneur, si c'est possible, d'avoir vos retours là-dessus, puisque c'est la première fois qu'on développe ce type de format. Donc voilà, vous êtes un petit peu aussi nos cobayes par rapport à tout ça. Allez, j'ai assez parlé. Je te laisse la parole, Alex. C'est toi qui vas nous apprendre plus de choses aujourd'hui. Petite intro, on rentre dans le vif du sujet et ensuite on essaiera de garder 10 minutes pour les questions et la conclusion. Donc, soyez attentifs et surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Sur ce, j'arrête le partage et je te laisse la main. Merci, Clément. Je reprends le contrôle. Je vais reprendre avec mon écran. Donc, voilà. On peut se mettre en diaporama ici. Donc, ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est de partir en avril dernier, puis on va y arriver, il y a des slides. Google a fait un événement destiné aux professionnels de la création de contenu, du SEO, du web. Et il y a une slide qui a fait le tour des internets et le tour de LinkedIn sur le non-commodity content. Et pour moi, évidemment, je l'ai repartagé sur LinkedIn comme tout le monde a commenté ça. Et pour moi, ça crée un moment charnière où je pense que pour plusieurs personnes en entreprise, puis plusieurs rédacteurs, ça crée une compréhension qu'on quitte le monde une certaine forme d'optimisation, puis une certaine vision de la rédaction web qui appartenait au monde de la recherche traditionnelle, si on veut, pour aller vers une nouvelle forme de rédaction et d'optimisation qu'on appelle GEO, qui s'adresse à la recherche conversationnelle. Donc, on n'arrête pas de faire du SEO comme on faisait, ou on ne laisse pas toutes les bonnes pratiques de côté, mais on vient en accueillir d'autres, puis on vient surtout changer le mindset de dire, qu'est-ce qu'on peut apporter comme rédacteur, comme créateur de contenu, comme entreprise qui veut mettre du contenu sur son site web ou sur des sites tiers? Qu'est-ce qu'on peut apporter de valeur dans un monde où les LLM répondent déjà beaucoup à nos questions? Avec leurs propres réponses, ce qu'on appelle le contenu générique. Donc, c'est ce petit angle philosophique qu'on veut prendre aujourd'hui en disant qu'on part du contenu générique à un contenu unique, authentique. On va essayer de définir ce que c'est. Quelques petites slides d'entrée de jeu, et je sais que les gens qui ont suivi la formation GEO ont déjà vu ça, donc c'est vraiment simplement un survol rapide. J'entrerai pas dans l'explication. Quand on fait la formation, on fait les bases du SEO puis les bases de la recherche en ligne. Mais je voulais simplement partir d'ici pour vous rappeler que jusqu'à quelques mois, quelques années, depuis l'arrivée des AI Overview, on vivait dans ce monde-là que j'appelle le monde des 10 liens bleus. Donc, on avait une requête. Ici, dans notre exemple, c'est formation, rédaction web.
et on allait avoir des choix, des liens bleus. Donc, quand on faisait une requête, Google prenait notre requête, la passait dans son algorithme et tentait de nous donner la page qui allait être la plus pertinente pour ce contenu-là. Donc, aujourd'hui, on faisait le playbook, là, et Clément, c'était probablement la chose que vous avez fait chez Digidad aussi, tous les agences le faisaient. Le playbook, c'était de dire, bon, ben, on va faire une recherche de mots-clés pour voir toutes les requêtes relatives à nos produits et services. On va s'assurer que nos pages importantes sont visibles, puis ensuite, on va déployer du contenu selon des opportunités, puis en regardant les mots-clés, puis aujourd'hui, cette pratique-là a changé. Pourquoi? Bon, on va le voir parce qu'il y a des AI overview, puis les LLM nous donnent des réponses sur une grande majorité de contenus informatifs. Donc, on entre dans un monde où il faut se demander qu'est-ce que je peux apporter dans un monde, qu'est-ce que je peux faire que le LLM n'est pas capable de faire. C'est vers là qu'on s'en va. Donc, on vit une transformation du contenu parce qu'il y a une transformation des méthodes de recherche. Donc, on voit un peu ici, là, qu'est-ce qui est arrivé. Les vidéos qui sont de plus en plus présentes, les autres questions posées sont de plus en plus présentes, mais nos grands joueurs, c'est les citations de l'IA qui sont arrivées et qui viennent répondre aux questions des utilisateurs et souvent qui vont satisfaire la recherche des utilisateurs. Donc, on sait que ces liens-là qu'on voit à droite sont très peu cliqués. Il me semble là, de mémoire que c'est quelque chose comme 8% là, des liens ici qui sont cliqués. Donc, on change d'optique. Google nous garde dans son écosystème le plus souvent. Le trafic vers un site web, on va le voir vers la fin quand on va parler des métriques, n'est plus vraiment un gage de succès ou n'est plus garanti. Et c'est remplacé par quoi? Ben, c'est remplacé par la confiance, c'est remplacé par placer notre marque dans les citations. C'est ça qu'on tente de faire. Donc, simplement comprendre le petit fonctionnement là, avant et après. Avant, dans le monde des 10 liens bleus, quand il y avait une requête, ce qu'on appelle le retrieval layer, là, c'est-à-dire la façon dont Google, dans son algorithme, utilisait notre requête ou notre mot-clé pour lui nous sortir des liens, ben, c'était une requête, un retrieval layer. Donc, si quelqu'un avait tapé formation en rédaction web, ben, il utilisait uniquement formation en rédaction web, puis il cherchait la page qui était la plus pertinente. Aujourd'hui, on sait qu'on a des requêtes qui sont beaucoup plus longues, des prompts qui sont beaucoup plus longs. Et Google, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tenter de comprendre le contexte et il va aller chercher jusqu'à 10 ou 12 retrieval layers pour une même requête. Donc, si par exemple, on peut utiliser l'exemple qu'il y a ici sur la slide, là, quelqu'un qui tape agence Google Ads, ben, Google va essayer de comprendre le prompt dans son ensemble pour sortir 10 à 12 mots-clés relatifs au retrieval layer. Donc, combien coûte une agence Google Ads, agence Google Ads à Montréal, avantage d'engager une agence Google Ads, pour donner une réponse ou plutôt pour ouvrir la conversation avec la personne qui fait la recherche. Donc, on va le voir là, dans l'heure qu'on passe ensemble. Qu'est-ce que Google va faire? Il va aller chercher des parties de notre contenu. Donc, on n'est plus dans une optique où on pense simplement à une page, une requête, une page, mais bien des sections de contenu et la richesse de ces sections-là pour bien définir ce qu'on fait, puis pour améliorer la visibilité de notre marque là, en termes de GEO. Donc, le LLM synthétise plusieurs sources sans forcément les citer toutes. On va le voir, il privilégie un contenu clair, structuré. C'est ce qu'on va voir. Les citations apparaissent si votre contenu est jugé pertinent, fiable, bien relié. On va voir qu'est-ce qu'on fait pour arriver là. C'est ici que la performance GEO se joue, d'être dans le mix, d'être visible des contenus repris. Et on va aller voir comment on fait justement pour être visible de cette façon-là. Donc, j'arrive à la partie qu'on voulait parler, les conseils de Google au Google Search Central. Qu'est-ce que c'est le Google Search Central? Je ne sais pas s'il y a des gens qui s'y connaissent, qui connaissent ça.
Cet homme-là, c'est Danny Sullivan. Danny Sullivan, avant, travaillait à Search Liaison, qui est l'outil de liaison de Google, pour faire le lien entre leurs algorithmes, si on veut, la manière dont Google fonctionne, puis de donner des conseils aux SEO, aux rédacteurs. En avril dernier, ça se passait à Toronto, donc c'est pour ça que vous voyez là, des têtes dans la salle. C'est Jean-Christophe Chouinard, qui est un SEO qui a pris ces photos-là de ces slides-là, qui étaient disponibles comme ça en photo. C'est comme ça qu'on s'est fait une tête. Et ce qu'il dit est assez intéressant. On va le voir ensemble. Il dit d'abord, pour la recherche AI, les fondamentaux du SEO restent pertinents. Donc ça, c'est quand même important de le dire. Dans notre formation en rédaction web, on revoit un par un les fondamentaux du SEO qui restent totalement pertinents pour le GEO. Il parle des données structurées, utiliser les données structurées qui est une forme d'optimisation SEO, une forme de code qu'on peut aller ajouter là, dans le code d'un site pour expliquer chaque section. Par exemple, on va dire ceci est une FAQ ou ceci est une recette, ceci est des ingrédients. Donc, ça aide les moteurs AI à comprendre. Parle d'une bonne expérience de page, ce qu'on parle depuis des années chez Google, mais surtout un contenu unique, authentique et le fameux terme non-commodity content. Donc, qu'est-ce que c'est du non-commodity content et pourquoi on en arrive là? Bien, pourquoi on en arrive là, c'est que le contenu générique de base est devenu une commodité. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est devenu une commodité? Ça veut dire c'est devenu quelque chose que tout le monde peut faire aisément, à commencer par les LLM et les outils de réponse. Je dis parfois, là, si je vais d'un point de vue philosophique, il y a 15 ans, il y a 10 ans, quand on était un rédacteur, on pouvait se voir comme quelqu'un qui démocratisait l'information. Surtout en français, souvent, on se rendait compte dans des entreprises, pour certaines niches, qu'il n'y avait pas d'information disponible sur le web pour ce qu'on avait à partager, ou il avait peut-être simplement en anglais, puis en publiant tel ou tel article, ben, on rendait l'information disponible. Aujourd'hui, pour la plupart des requêtes informatives génériques, ben, Google donne une réponse, puis souvent, cette réponse-là, elle est satisfaisante. Je donne un exemple. Si quelqu'un tape « Est-ce que mon chien peut manger une banane? » Ben, il veut simplement éviter que son chien soit malade et la réponse, c'est oui ou c'est non. On n'a pas besoin de faire un article là-dessus. Donc, c'est cet état d'esprit-là qu'il faut commencer à comprendre, de dire, bon, le contenu générique, le contenu de base est repris par un LLM et ça va aller probablement en augmentant. Et qu'est-ce que nous, on peut faire comme être humain, comme rédacteur, comme personne au sein d'une entreprise? Ben, on peut faire un contenu qui est non-commodity ou ce qu'on pourrait traduire en français par authentique, unique. Et on voit les trois caractéristiques. Donc, qu'est-ce que c'est? Puis après ça, je vous donne la théorie, puis après ça, on va sortir de la slide, puis je vais aller vous montrer là, des exemples de ça pour comprendre le changement qui s'opère. Donc, qu'est-ce que c'est un non-commodity content? C'est quoi les trois caractéristiques? Ben, c'est un contenu qui est unique. Et par unique, on dit qu'il apporte un point de vue, des informations, un contenu que les autres n'ont pas ou ne peuvent pas reproduire facilement. Moi, je dirais toujours, c'est quelque chose, et on parle du concept d'information gain, le gain d'information. Je ne sais pas si tu es familier avec ça, Clément, depuis quelques années en SEO. Moi, je le résume d'une manière très simple en disant, idéalement, quelque chose qui n'est pas déjà sur le web. S'il y a quelque chose qui est déjà dans un PDF, déjà sur le web, déjà chez les concurrents, ce n'est pas quelque chose d'unique. Donc, il faut commencer à se demander, ben, je fais comment pour aller récupérer cette information-là, puis cette unicité-là. Puis on va le voir après, je vais vous donner quelques trucs, des outils que moi j'utilise, mais c'est ça, qui est aussi spécifique. Et ça, c'est très important. Par exemple, si je prends et moi et Clément, on a des boîtes, on offre probablement des services de rédaction web. C'est pas la même clientèle, c'est probablement pas fait de la même façon. Il y a peut-être des zones où moi, je suis plus à propos pour certaines entreprises. En même temps, je n'ai pas du tout la structure pour faire un contrat 360 ou quelque chose comme ça. Donc, plus on est spécifique dans ce qu'on fait, à qui on s'adresse, comment on le fait, c'est qui notre type de clientèle, mieux c'est, et finalement authentique, c'est-à-dire qui montre une connaissance ou une expérience vécue. Ça fait ça aussi plusieurs années que Google parle de ça. On tente de sortir là, justement du contenu fait par des rédacteurs ou rédactrices ou par des propriétaires de sites qui n'ont pas une réelle expertise.
Donc, Et juste, je me permets oui, de mettre en avant une petite question de Stéphane que vous voyez normalement sur votre écran maintenant. À la lumière de ce que tu viens de dire, je pense que j'ai la réponse, mais qui demande si le storytelling, donc des personnes qui racontent leurs expériences, c'est considéré comme non-commodity ou pas par Google. tout à fait. Et je pense, je répondrai, j'ai 2 ou 3 exemples à donner après ces exemples-là théoriques. Puis je pense que ça va répondre à la question de Stéphane, là, parce qu'un de ces exemples-là, c'est exactement un article. Ben, on le verra, là, il va parler par lui-même, mais la réponse, c'est oui, tout à fait. Là, de parler, parler de soit ses bons coups, ses difficultés ou des cas spécifiques des clients, ça rentre tout à fait dans cette catégorie-là, là, oui. Regardez, on le voit ici, avant que je sorte de la slide pour vous montrer des exemples, là, simplement la théorie qui était présentée. On a repris ici, le Clément a repris la slide qui était présentée par Google, là, je pense. Donc, c'est les exemples de Google. On peut comprendre simplement, je vous en donne un. Donc, le contenu standardisé, qui était, si on parle le vieux playbook SEO, là, c'était de dire, bon, ben, si j'ai une requête qui est je prends le premier exemple. Là, notre mot-clé serait achat de chaussures de course ou de running en français, en France, peu importe. Ben, 10 éléments à prendre en compte lors de l'achat de chaussures de course, des conseils, une espèce de guide. Hein, c'est du contenu de type guide qu'on a vu 1000 fois. Ben, quelle serait la version contenu non standardisée? Pourquoi les chaussures de ce client se sont affaissées après 640 km? Analyse des traces d'usure avec vidéo d'analyse approfondie sur les traces, expliquant pourquoi la foulée spécifique de ce coureur-là a provoqué cette forme d'usure-là. Est-ce qu'il y aurait des modèles qui pourraient être mieux adaptés pour cette forme de foulée? Donc, on est dans quelque chose de très unique, très spécifique. Je vais sortir d'ici pour vous montrer des exemples concrets. Un des sites je trouve, là, qui a fait une migration dans sa stratégie, là, c'est la BDC. Je vous présente un premier article qui serait ce qu'on appelle le vieux playbook. En passant, ce vieux playbook-là, c'est-à-dire de faire un article vraiment à partir d'une requête, comprendre c'est quoi l'intention de recherche, voir qu'il y a un bon volume, on voit tout ça dans la formation, là, on rentre dans les outils aussi. Je pense pas, Clément, que ça veut dire qu'il ne faut absolument plus faire ça, là. Ça reste des articles piliers qui vont apporter un volume sur notre site encore. Je pense que ça veut dire qu'il faut compléter cette stratégie-là avec le non-commodity content ou faire une migration, là. Mais je veux juste mentionner quand même, parce que je pense que c'est important, là, ça ne veut pas dire que l'ancienne stratégie, si on veut, plus classique, est à jeter, là. Mais si on voit, là, regardez, ici, j'avais un mot-clé, une requête, là, je vais dans mes notes là, pour le reprendre. Là. La requête, par exemple, est comment financer acquisition d'entreprise. Donc, on peut s'imaginer que quelqu'un qui tape comment financer acquisition d'entreprise, c'est assez générique comme contenu. C'est pas quelqu'un qui est en train de signer, c'est pas quelqu'un qui est en train de signer une acquisition, c'est quelqu'un qui est peut-être plus dans le haut du funnel, qui est peut-être. On a des résultats commerciaux, mais après, qu'est-ce qu'on a? On a un aperçu fait par l'intelligence artificielle qui vont satisfaire ou pas la personne qui fait la recherche. Souvent, ça va satisfaire. Et on a cet article-là de la BDC qui est très bien fait, qu'est-ce que j'appellerais notre ancienne stratégie, là. Comment financer l'acquisition d'une entreprise, donc le titre qui est un match exact avec le mot-clé, puis une forme de guide, hein, ce qu'on pourrait appeler un guide. C'est du contenu probablement très bien fait, mais ceci dit, générique, informatif. Maintenant, je vous montre un autre exemple d'article. Ce qu'on fait présentement, puis ce qui est considéré comme du contenu unique, authentique, publié le 13 mai. Perspective pour le secteur du tourisme au Canada en 2026. Et là, bon, on présente on présente l'étude, et cette étude-là, c'est ça que je veux vous montrer. Ben, cette étude-là, elle vient de la BDC elle-même. Donc, ce n'est plus. Donc, à partir de ça, je pense qu'une image vaut 1000 mots là, pour dire que le contenu est authentique et unique. Là. Ils se basent sur leurs propres données à eux,
Donc, tout ce qu'ils vont dire dans l'article, ça n'existait pas sur le web et c'est de l'information. Donc, quelle est la valeur de cette information-là versus un copier-coller ou une reprise ben, elle est très grande. Pour Stéphane, là, j'avais pris un autre exemple qui est exactement ça. Un autre type d'article, pourquoi nous avons investi dans Micromart. Donc, très spécifique, très storytelling, écrit d'une experte, d'une associée directive qui dit hey, il y a eu une série A de levée de fonds, on vient d'investir dans Micromart, voilà pourquoi, on pense que, voilà le type d'occasion que nous, à la BDC, on voit, voilà pourquoi, quelle était la solution de cette entreprise-là. Donc, c'est quelque chose de très, très, très spécifique, de très pointu, qui démontre le processus, la réflexion, le processus de travail de la BDC en détail, puis qui serait très difficile à faire par quelqu'un qui n'est pas dans l'entreprise, ne connaît pas cette industrie-là. Je dis ça et on va essayer de voir comment on peut faire là, pour enrichir cette recherche-là. Donc c'était les exemples. Si je comprends bien, finalement, par exemple, sur cette page-là, ça ne va pas nécessairement... Peu de gens doivent chercher sur Google Micromart spécifiquement ou autre. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va répondre à un besoin immédiat ou une recherche. Par contre, ça va contribuer à la crédibilité globale de la BDC et donc faire en sorte qu'aux yeux des robots, ça les rende plus solides et donc plus citables par la suite. C'est bien ça? C'est exactement ça, Clément. Et c'est pour ça que je dis que les deux stratégies, en quelque sorte, pour la plupart des entreprises, devraient aller de pair. C'est-à-dire identifier des contenus piliers où on fait un contenu qui est absolument en phase avec l'intention de recherche pour tenter quand même d'amener du trafic là-dessus. Parce que le trafic organique, tu as raison, d'un article comme « Pourquoi on investit dans Micromart » va être faible. Ceci dit, parce qu'on parle d'un client spécifique, d'un type de service spécifique, d'une expertise spécifique, si quelqu'un dans les LLM viennent à taper « cherche une organisation qui pourrait m'épauler pour tel type de transaction », ben là, il y a une adéquation qui se fait, puis le LLM est capable de nous proposer parce qu'il se dit, ben, Micromart est une entreprise semblable et tout ça. Donc, tu as entièrement raison, c'est un très bon point. Donc maintenant, comment on fait pour créer du contenu comme ça, du contenu unique, authentique? Ben, d'abord, la façon de faire en termes de rédaction, je dirais, ne change pas. On voit les grandes phases ici dont on parle dans notre formation, c'est-à-dire la préparation, avec déterminer son persona, les mots-clés. Ensuite, la rédaction, c'est-à-dire toutes les règles de rédaction web qu'on connaît puis qu'on voit dans la formation. Puis ensuite, la phase d'optimisation, SEO et GEO. Donc, c'est pas que le processus change pour passer d'un contenu générique à un contenu authentique, c'est simplement que certains points, on va mettre plus d'emphase sur certains points où on va raffiner notre processus. Donc, je vous donne un exemple. Si on parle des personas, autrefois, je ne sais pas de votre côté comment vous utilisiez les personas. Moi, il y a 10 ans, je parlais déjà de personas, mais c'était plus pour personnaliser une rédaction. C'était pour dire, on va mettre des exemples concrets une référence au hockey si le persona aime ça pour ajouter un peu de vie à la rédaction. Aujourd'hui, Clément, tu sais comment dans nos prompts, quand on tape un prompt, on est spécifique sur nos besoins, notre situation. On va peut-être, si je planifie un voyage, je vais nommer mon âge, ma famille, combien d'enfants j'ai, quel type de voiture j'ai, où je veux aller. Donc, les personas doivent être beaucoup plus granulaires, puis doivent être dits dans le texte pour permettre encore là qu'il y ait cette adéquation-là, pour qu'on puisse comprendre. Donc, c'est quelque chose qui doit être fait d'entrée de jeu. La recherche de mots-clés reste pertinente. Pourquoi? Parce que ça va donner un aperçu de ce que j'appelle le paysage de recherche. On va continuer à la faire comme on la faisait. Dans la formation, là, on a tout un module où on regarde comment on fait une recherche de mots-clés en partant d'une liste qu'on fait exploser à l'aide de l'autosuggestion, puis ensuite en la classant par volume de recherche, par intention. Mais on va tenter d'aller plus loin que cette recherche de mots-clés-là.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Ben, on peut aller prendre les questions de nos clients directement dans des sondages, récupérer leur avis. J'ai entendu parler de quelqu'un qui, justement, utilisait un SEO qui avait utilisé l'intelligence artificielle, par exemple un notebook LM ou quelque chose comme ça, pour passer la transcription de tous les appels de vente réalisés dans les derniers mois. Pour lui dire, sors-moi tous les questions types que les clients puissent me poser pour être dans une optique là, question-réponse. Donc, encore là, processus semblable, approche différente. On parle des mots-clés, simplement un petit mot pour dire, bon, quand on est en SEO, on parle de trouver le bon équilibre de mots-clés entre les mots-clés très génériques puis ce qu'on appelle longue traîne. C'est sûr qu'en GEO, on est encore plus loin que la longue traîne, on est dans la phrase complète. Je voulais simplement peut-être prendre un petit moment pour vous sortir puis tenter de vous donner là, une petite... un petit truc gratuit, là, une petite idée de compléter la recherche de mots-clés. Est-ce que tu es familier, Clément, avec les regex? Un petit peu. J'en ai fait quelques-uns dans ma vie. Mais plutôt pour du reporting, à vrai dire, des filtres, etc. Donc, pour ceux qui ne savent pas, puis la beauté de la chose, c'est que maintenant, le regex, c'est une expression régulière, c'est un code qu'on peut aller mettre dans un filtre dans la Google Search Console. Donc, je suis dans la Google Search Console pour un projet qui m'appartient. C'est un site de niche à propos des romans, du contenu totalement informatif. Et j'ai demandé à ChatGPT, donc vous n'avez pas besoin là, de prendre ça en note, j'ai simplement demandé à ChatGPT, sors-moi des regex, donc R-E-G-E-X, standards qui vont m'aider à trouver des modes de recherche conversationnels. Donc, j'ajoute un filtre dans Google Search Console. Je fais recherche expression régulière personnalisée. Et voilà. Et je vais donc, moi, ce que j'ai mis, je lui ai demandé, c'est un regex. Je peux vous montrer le code ou même le mettre dans le chat là, si certaines personnes veulent le récupérer. Donc, qu'est-ce que ça dit? Vous le voyez dans le chat. C'est simplement un code qui filtre qui filtre les résultats de Google Search Console, puis qui va me dire, sors-moi tout ce qui est proche de qui, que, quoi, dont, où, donc tout ce qui est conversationnel. Et je vais être capable, en faisant ça, ce petit truc-là, d'aller chercher des choses qui sont très, très proches d'un prompt. Donc ici, je vous rappelle, ce site-là, c'est un site de niche sur les romans, la littérature. Donc, je récupère quelque chose. Je cherche des romans d'auteurs africains francophones contemporains que l'enseigne me propose une bonne sélection. Bon, c'est pas pertinent pour moi, pour mon site, parce que je suis pas une enseigne. Ceci dit, ça vous démontre, puis je voulais vous montrer ce petit truc-là qui est quand même assez facile, puis qui peut compléter une recherche de mots-clés, de dire, en utilisant des expressions régulières, puis en allant chercher dans la Search Console, tout ce qui a 4 ou 5 mots, on va commencer à trouver des prompts qui vont beaucoup plus loin que la longue traîne, puis qui peuvent nous aider là, à nous donner des types de contenus, justement, encore là, qui sont hyper spécifiques, là, étant donné que le prompt l'est aussi. Donc voilà. C'est super intéressant. Je viens pour m'amuser de faire l'exercice sur le site de la fusée. Et donc, nous, c'est comment utiliser Canva, comment utiliser Copilot, quelle est la meilleure IA pour générer des images. Donc là aussi, c'est aussi très instructif sur qu'est-ce qu'on devrait proposer comme contenu à nos utilisateurs, ou parfois c'est déjà des contenus qui existent aussi. Exactement. Et encore là, je le répète, là, le code regex peut faire peur. J'en ai mis un dans le chat, mais il y a d'autres possibilités. Puis les LLM sont très bons là, pour vous en sortir. Là. Donc, un petit prompt simplement en disant sors-moi des regex pour m'aider à trouver la recherche conversationnelle là, dans Google Search Console. Il va vous en sortir 5-6. Vous pouvez faire des tests puis voir ce qui sort. Mais c'est de l'information qui est dure à aller chercher dans des outils standards. Puis je rappelle toujours, l'information, la donnée qui est là dans la Google Search Console, elle est spécifique à votre site, là, puis c'est de la donnée réelle, ce n'est pas des estimations. Donc, un coup qu'on a fait notre recherche de mots-clés, un coup qu'on a nos personas, ensuite, on va se demander, est-ce qu'on crée, encore là, c'est la même réflexion, est-ce qu'on crée une page statique pour des produits ou services, ou on crée un article de blog pour du contenu justement informatif. Là, si on prend l'exemple de Stéphane de storytelling, clairement, ce serait dans l'article de blog.
Ce que je voulais ajouter aussi là-dessus, c'est de dire qu'il y a aussi une troisième catégorie qui, d'après moi, prend plus d'importance, et c'est les études de cas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on fait dans une étude de cas? Ben, on présente un client, une situation spécifique, des données chiffrées, des résultats, un besoin, une solution. C'est tout ce que les LLM adorent. Donc, il y a des cas de figure là, d'entreprises là, que leur visibilité sur les LLM là, était pratiquement toute reliée à leur section études de cas sur leur site, là. Donc, c'est une forme de rédaction web aussi à ne pas oublier, là. Donc, je me sers de cette slide-là pour dire, bon, on dit l'IA accélère certaines étapes du processus. Le processus lui-même, là, je le répète, reste le même. Donc, la recherche, le plan de match, un brouillon, l'optimisation après l'écriture du SEO, l'optimisation pour les LLM et la validation. Pour moi, l'éléphant dans la pièce, là, ici, c'est de dire, ben, comment on fait pour aller chercher cette information-là unique, cette information-là, cette expertise? Il y a un client l'autre fois qui m'a demandé dans un appel exploratoire, mais comment tu fais pour pas inventer, comment tu fais pour pas inventer de l'information quand tu vas parler sur notre entreprise? Et c'est là qu'on peut utiliser des outils d'intelligence artificielle pour aller aider notre phase de recherche. Je vous montre mon processus à moi en sortant ici, puis en vous montrant un outil qui s'appelle Fathom AI. Évidemment, si l'expertise, vous l'avez dans votre tête parce que vous êtes le dirigeant de l'entreprise ou vous êtes un ingénieur spécialisé puis vous allez écrire, ben, c'est merveilleux. Sinon, si vous êtes plutôt un rédacteur, ce qu'on peut faire, c'est de dire, ben, on va aller chercher l'expertise dans l'entreprise. C'est quelque chose qui n'est pas sur le web. On va se parler, on va faire un meeting pour aller chercher l'expertise. Fathom AI, c'est un outil d'intelligence artificielle gratuit qui s'ajoute à un Zoom ou à un Google Meet comme on fait. Ce qui va permettre de faire, je vous le montre de cette façon-là, là, c'est de, par exemple, si je tape ici, là, je me souviens de ces clients-là, là, parle-moi des produits, par exemple, anti-chute. Au lieu de devoir réécouter l'enregistrement complet, il me permet dans un mode conversationnel d'aller récupérer l'information, mais juste l'information de notre rencontre. Et ce qui me permet de faire aussi, et je le dis parce que tantôt, quand on va parler de la rédaction avec les outils d'intelligence artificielle, il y a un lien là, c'est de sortir le transcript de la discussion pour l'amener dans une base de connaissances. Donc, je ne vais pas plus loin dans la présentation de cet outil-là, mais je voulais simplement mentionner, pour moi, un contenu unique, authentique, passe par une phase de recherche de qualité, peu importe comment c'est fait, cette phase de recherche-là. Moi, j'utilise Fathom AI, c'est un outil gratuit, je vous le suggère, évidemment pas, je ne suis pas affilié à Fathom, je n'ai pas de redevance si vous allez avec eux, mais c'est un outil sensationnel, mais dans tous les cas, l'important, c'est de trouver une phase de recherche et de trouver l'information unique, aller l'extraire pour nous permettre, là, après ça, de la mettre dans notre rédaction. Donc, peut-être un mot sur la rédaction à l'aide de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on est rendu plus loin du questionnement, est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle ou pas? Je pense que ma réponse à ça serait tout est dans la manière. Comment on peut utiliser l'intelligence artificielle? Moi, personnellement, ici, on voit dans la slide, on dit pour générer des champs sémantiques, des idées de sujets, des métadonnées. Moi, personnellement, je ne vais jamais faire un premier jet avec l'intelligence artificielle, mais je vais l'utiliser pour des segments ou des sections. Par exemple, j'aime beaucoup, je trouve que l'IA est très bon pour synthétiser un texte, pour simplifier un texte, pour rédiger, par exemple, des appels à l'action ou brainstormer des slogans. J'ai fait un prompt de révision linguistique. J'ai encore une réviseur linguistique, une vraie personne qui passe le texte, mais on peut faire des prompts comme ça qui vont nous aider, puis où on garde la qualité. Je n'utiliserai pas l'intelligence artificielle pour faire un premier jet ou pour lui demander de décrire le texte à ma place. Bon, on voit des exemples de prompts.
évidemment qu'on le sait ça aussi, là, je pense qu'on est rendu à un point où on sait que la qualité de ce qui sort est proportionnelle à la qualité de notre prompt. On voit 2 exemples ici. Donc, tu as un rédacteur SEO, on va générer un plan d'article, un plan structuré, où ici, on va rendre le texte plus lisible, plus adapté au web. Les LLM sont très bons pour faire ça. Je vous montre simplement, pour faire une suite avec le sujet de la recherche, le concept de la base de connaissances. Là, je vais dans mes notes pour vous sortir. Donc, je vous le montre avec Gemini qui utilise les gems, mais ChatGPT permet de le faire aussi, en tout cas la version payante, là, puis Claude aussi a cette version-là. C'est de penser à utiliser une base de connaissances, ce qui va vraiment changer le résultat de ce qu'on va avoir. Donc, ce que vous voyez à l'instant, c'est un client à moi, c'est à l'intérieur ce qu'on appelle un gem. À l'intérieur d'un gem, on peut laisser des notes. Donc, c'est ici que je vais écrire là, ce qui serait le haut du prompt. Là, tu es un rédacteur, tu vas m'aider à faire la rédaction du site web. Hein? Je lui ai aussi dit respecte ses consignes de rédaction additionnelle où je lui demande de ne pas faire certaines choses. Donc, la fameuse tournure, ce n'est pas X, c'est Y. Donc, on peut lui demander ne fais pas ça, n'utilise pas les tirets cadatrains, ne fais pas ça, ne fais pas de tournure qui sonne bien. Donc, il y a beaucoup de gens sur LinkedIn à qui on devrait partager cette liste. Oui, oui, c'est ça. Mais si on lui demande de ne pas le faire, il ne le fera pas. Puis ensuite, on voit l'onglet Connaissances. On va pouvoir soumettre toutes sortes de documents en lui disant, avant d'utiliser ton intelligence sur tout ce qu'il y a sur le web, concentre-toi sur ce que je te donne. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? On va mettre la transcription de notre rencontre où on est allé chercher l'expertise unique, s'il y a un guide de marque, s'il y a un guide de style, s'il y a d'autres documents qui définissent l'entreprise. Donc, ça fait une différence énorme entre simplement demander à ChatGPT rédige un paragraphe là-dessus et en travaillant là, de pair là, avec un LLM là, qui est sur mesure là, pour notre besoin puis qui va respecter le travail qu'on a déjà fait. Donc, je voulais vous montrer ça. Ensuite, un coup que notre texte est rédigé, on va l'optimiser. Comme je disais tout à l'heure, toute l'optimisation SEO qu'on faisait, puis on la voit dans la formation, la rédaction web, elle reste bonne. Comment on fait pour c'est quoi notre checklist pour rendre nos contenus AI-friendly ou bien optimisés AI? On le voit ici, là, c'est tous des bons points. Là. Commencer par un résumé clair. Hein, on est dans une optique question-réponse, beaucoup dans notre contenu maintenant. Donc, si notre contenu répond à une question, la réponse doit être tout de suite dans le haut du contenu, pas commencer avec une introduction trop longue ou une mise en contexte. Nos titres H2, H3 comme de vraies requêtes, répondre à la première phrase, découper le contenu en blocs réutilisables. Vous vous souvenez au début de notre rencontre, là, on parlait que maintenant les LM vont chercher des segments de texte dans la page. Comment on fait pour les aider? On utilise, je pourrais appeler ça une mise en page. Là. Donc, des listes, des tableaux, des FAQ, des comparatifs. C'est du contenu qui est facilement récupérable. Donc, le pavé de texte, c'est non. La mise en page, c'est oui. On va aussi limiter les paragraphes. Donc, l'époque là, où on disait il faut écrire beaucoup de mots, il faut faire des longs textes pour en donner. Bon, c'est plus vrai non plus. On tente de donner le plus d'informations, le plus de valeur en moins de mots possible. Pourquoi? Parce que le LLM, quand il récupère, il tente de résumer. Hein. Il n'est pas là pour donner un 1000 mots. Il va aller utiliser une nugget. Utiliser des FAQ, utiliser des liens internes. Donc, fini les paragraphes de 300 mots d'introduction avant la réponse. L'IA va droit au but. Je veux vous partager aussi, je ne sais pas, Clément, si tu connais cet outil-là ou si tu l'utilises. C'est Aleda Solis, qui est une pro du SEO international, qui a fait un bot qui permet de nous donner un avis sur notre optimisation, un coup que notre optimisation est faite, puis vraiment sur le géo. Donc, je le mets dans le chat. C'est totalement gratuit. Ça fonctionne très bien. Ça rivalise même des... ici.
Je l'avais déjà ouvert. Voilà. Pour moi, ça rivalise même des outils là, comme les outils d'optimisation, là, comme ce que SEMrush fait ou des trucs comme ça. Je vous montre un exemple avec un site. C'est tout simple. Donc, regardez, disons, ce site web là, qui est un consultant TI, qui a une page qui présente son service d'impartition en informatique, donc une page de service normal. Et la beauté de la chose de ce bot-là, c'est que c'est pas plus compliqué que ça. On rentre le lien et le bot d'Aleda Sodis va faire l'analyse de la page et vous allez vous rendre compte, faites-le sur votre contenu, faites-le sur le site de votre contenu, vous allez vous rendre compte que, elle me dit pour quel est le mot-clé. Voilà, des fois, elle le fait, des fois, elle ne le fait pas. Donc, si par exemple, je lui donne mon mot-clé, et elle va faire l'analyse de la page. Elle prend un moment pour faire l'analyse de la page. Puis elle va me donner toutes sortes de recommandations. Voilà. Elle le fait, elle me donne un score, elle me dit ce qui fonctionne bien, elle va me dire ce qui fonctionne mal, elle va me donner renforcer la citation worthiness, comment le faire, donner plus de citations, Statistique Canada, comment développer l'autorité de la page. Bref, je vous laisse, je vous lis pas la liste. C'est vraiment complet. C'est très, 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 très complet. Ça permet de faire une très bonne optimisation. Là, je voulais vous le donner. Il y a des outils comme ça gratuits qui sortent, puis ça nous permet d'aller très loin. Là. Donc, c'est une... Et évidemment, ça se fait après le texte. Donc, on a le plaisir de rédiger un texte, puis d'y mettre notre patte, d'y mettre notre son, notre tournure. Puis ensuite, on procède à l'optimisation. Donc, ce qu'il faut se dire, là, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, donc, la confiance puis le positionnement de nos textes est évalué différemment. Autrefois, c'est ça. Les moteurs de recherche traditionnels, c'était beaucoup les backlinks. Hein? Donc, est-ce qu'il y avait des liens référents de sites d'autorité qui pointaient à notre site pour évaluer l'autorité? Aujourd'hui, c'est différent. C'est le concept de la marque au sens large qui fait qu'on a une visibilité sur les LLM. 41% des mentions dans les listes d'autorité. Donc, sur 100% de ce qui fait que la visibilité d'une marque, là, on dit que c'est 41% des mentions dans les listes d'autorité. Donc, qu'est-ce que ça peut nous dire aussi? J'en profite pour dire ça, c'est une recommandation que je fais à nos clients. Il n'y a pas que le contenu sur notre site web, il y a aussi le contenu sur les sites tiers. Dans des industries, par exemple, comme l'industrie de la construction, d'avoir des contenus étoffés, riches dans ce qu'on appelle des listings, là, des listes, des annuaires, des sites d'entreprise ou des sites de l'industrie qui sont, des annuaires, va avoir un grand impact sur la visibilité qu'on peut avoir là, quand quelqu'un demande « Je cherche un entrepreneur à Saint-Constant ». Donc, même les mentions sans lien, sans avis, les signaux sociaux sont désormais hyper importants. Donc, bref, tout le monde qui parle de votre marque en ligne, ça va avoir un impact positif. Donc, en quelque part, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que nos outreach pour tenter d'aller obtenir des backlinks, on va peut-être mettre moins d'énergie là, puis on va peut-être mettre plus d'énergie sur le PR numérique, par exemple, ou des stratégies comme ça. Puis on est beaucoup plus dans un volet où le contenu, c'est plus seulement un silo du contenu SEO, mais les gens du contenu sont de pair avec les gens des réseaux sociaux, avec les gens du PR, avec les gens, donc on travaille en équipe. Un petit mot finalement sur les rapports. Là, Google a sorti quand même une nouvelle disant qu'il allait mettre les données, là, ça s'en vient dans la Google Search Console, là, les impressions, puis les clics pour les AI Overview. Ce qui reste aujourd'hui de meilleur, puis je suis dedans, là, c'est Microsoft Bing, qu'on le veuille ou non, là. Donc, si vous allez dans Microsoft Bing, vous connectez votre site. Si ce n'est pas déjà fait, c'est un clic quand on est connecté sur la Search Console. On va dans l'onglet AI Performance et on va avoir toutes sortes d'infos.
le total des citations, le nombre de pages qui ont été citées, et encore plus intéressant, on va avoir une liste des grounding queries. Donc, tu te souviens, Clément, au début de la formation, là, on parlait il y a une explosion des requêtes là, quand le LLM cherche les retrieval layers, là, qui peut en avoir 10 ou 12 mots-clés qui sont utilisés. Eh bien, ils sont tous là. Donc, Bing vous dit dans votre portail qu'est-ce qui est utilisé par les LLM pour arriver sur votre site. Dans cet exemple-là, là, je suis toujours sur mon site, là, sur la littérature, donc c'est des trucs spécifiques. Et va même nous donner, je termine là-dessus, là, va même nous donner un pourcentage de visibilité pour cette citation-là. Je pense que c'est nouveau, ça vient de sortir, cet outil-là. Donc, moi, ce que ça me fait dire, c'est ne payez pas pour des outils additionnels là, qui vous donnent des pourcentages de visibilité quand Bing est capable de le faire à la source. Mais présentement, c'est rare qu'on dise ça, mais l'équipe de Bing est en avance sur l'équipe de Google au niveau des rapports de visibilité. Incroyable. Mais et petite question pour toi, est-ce que tu sais si la donnée auquel eux ils ont accès, c'est la donnée de Copilot, c'est aussi la donnée de ChatGPT, c'est plus général C'est la donnée de Microsoft Copilot et ses partenaires. Ok. Et de ce que je comprends, les partenaires de Copilot, là, j'oublie exactement, là, on parle là, de quelle est la liste, mais je sais que cette liste-là des partenaires utilise là, les modèles de ChatGPT dans leurs applications, qui sont toutes des trucs dans l'environnement Microsoft. Donc, la réponse, c'est ça reste les produits Microsoft, mais étant donné que certains de ces produits-là utilisent le modèle ChatGPT, ça peut Oui, on peut quand penser. même nous... Hmm. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, en terminant, quoi dire sur le suivi des KPI? C'est simplement dire que le trafic, hein, dans ce changement-là, le trafic n'est plus le seul gage de succès. Les AI Overview là, ont généré ou peuvent générer des baisses de trafic allant jusqu'à 60% dans certaines industries. Donc, il faut refaire il faut refaire notre liste de KPI. Puis ici, on le dit très bien, là, ça devrait plus être les clics et les impressions, parce qu'on peut très bien être visible sans qu'il y ait de clics. Si on est capable de calculer les ventes, les leads de cette visibilité-là, c'est quand même difficile à le faire, là, mais c'est ce processus-là qu'on devrait tenter d'intégrer là, pour faire le suivi de nos performances. Là. Fait en un mot, là, si je résume pour faire une conclusion, là, puis te repasser la POC, comme on dit au Québec, Clément, on est arrivé à un point où ce que j'appelle, on est dans le SEO de marque, c'est-à-dire ce qui est important, c'est la notoriété de la marque et le rapport client-marque. Et qu'est-ce qu'on a besoin pour bonifier ce rapport-là? On a besoin de vérité, d'authenticité, de contenu unique. Et je pense que c'est ce que Google là, tentait de nous communiquer là, en avril dernier à Toronto, là, de dire, ne voyez plus simplement le SEO comme comment je fais pour être visible dans un des 10 liens bleus. Voyez-le comme un outil, puis un outil de communication pour développer la relation entre la marque là, puis le public cible. Puis finalement, à la fin de la journée, c'est plutôt une bonne nouvelle que Google et que de façon générale, on sorte du contenu ultra générique où on veut juste répondre à des robots à nouveau un monde un peu plus authentique où, comme tu le disais au tout début, ce qui fait la différence, c'est d'apporter une valeur ajoutée et de dire quelque chose qui n'existe pas sur Internet. Puis ça fait le lien avec la question de Stéphane, c'est plus intéressant, même en tant que rédacteur ou en tant que professionnel, de raconter quelque chose de nouveau ou de partager l'opinion d'un expert que juste de copier-coller des articles en anglais d'ailleurs sur le web, quoi. Oui, oui, tu as totalement raison. C'est beaucoup plus le fun. Et puis, le rédacteur est moins simplement une personne qu'on s'attend qui livre des mots. Alors, si je parle pour moi, mon expérience, on s'attend qu'il va aller, qui va faire la recherche, qui va aller à la rencontre des intervenants pour aller chercher l'information, qui va peut-être avoir une vision stratégique. Donc oui, même le métier, même, je trouve, est plus riche, là. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour tout ça. C'était, en tout cas, de mon point de vue, très clair. Il y a quelques questions, pas énormément, donc n'hésitez pas, si je pense qu'on va avoir le temps d'en prendre 3 ou 4. Donc, si vous en avez là qui vous trottent dans la tête, n'hésitez pas à les partager. On a Ariel qui a été très populaire avec sa question sur les blogs. Et c'est vrai que je la trouve très intéressante.
Penses-tu qu'avoir un blog en 2026 est incontournable ou bien des FAQ et du contenu fixe peuvent être suffisants? Est-ce que les blogs ne sont pas prêts de mourir? Oh, c'est sûr que les blogs, c'est deux choses, hein, parce que est-ce que c'est les blogs comme site de niche? Il y a toute une industrie qui était, je sais pas si les gens sont familiers avec le site de niche, là, c'était les sites informatifs, justement, beaucoup d'articles de blog. Ce modèle d'affaires-là, d'après moi, oui, est en train de s'éteindre, là, c'est-à-dire un site qui vise à être monétisé par des articles. Je pense que ça est terminé. Pour un site d'entreprise, je pense qu'on peut assister à une réduction des articles de blog parce qu'il y a d'autres types de contenus qui sont tout aussi importants. Par exemple, moi, si un client n'a pas d'études de cas, je parle d'une entreprise de service, là, par exemple, là, s'il n'y a pas d'études de cas, ben, c'est sûr que je vais lui dire d'avoir une section d'études de cas avant d'avoir un blog. Ceci dit, il faut quand même nourrir les LLM. Ceci dit, le contenu forme longue reste pertinent. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose qui va rester, qui permet, oui, de montrer l'étendue de ses connaissances dans un format plus long, qui permet aussi d'aller solidifier nos pages payantes avec un maillage interne. Puis on en parle là, dans la rédaction, dans la formation en rédaction web, comment utiliser le maillage interne pour amener nos pages payantes, c'est-à-dire nos pages de produits ou services, puis de leur donner du oomph avec ce contenu informatif-là. Donc, ça reste pertinent. Ceci dit, on ne sera plus jamais, il faut faire attention, là, mais on n'est plus dans une optique où on va tenter d'en faire plus. S'il y a de quoi, on va en faire moins, on va tenter de le faire mieux. Ok, super, super intéressant. Et puis, bah, tu as fait la passe, mais je pense que les personnes qui sont encore dans la salle voient la qualité et la clarté de ta pédagogie. Rappelez-vous, Alex donne des formations de 6 heures sur le sujet, donc vous pouvez aller beaucoup plus loin. N'hésitez pas à aller voir tout ça sur notre site internet. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans le chat juste après. Le 8 J'espère juillet, il me semble. Le 8 juillet, ben voilà, tu connais la date mieux que moi. Ce que je vais faire, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez déjà vous rendre sur la page du quiz. Et puis pendant que vous vous connectez, donc vous devez vous rendre sur kahoot.it sur votre téléphone et mettre le petit code PIN ici, 143 80 31. Pendant que vous vous connectez, il y avait une autre question de Stéphane, je pense, qui déjà voulait convaincre ses patrons. Donc, c'est pour ça qu'on va en parler. Stéphane qui disait comment évaluer le succès de la stratégie pour un sujet très niche qui n'a rien à vendre. Visite sur le site recherche organique, autre chose. J'ai des patrons à convaincre. Comment évaluer le succès de la stratégie pour un sujet très niché qui n'a rien à vendre à des clients? Visite sur le site recherche organique. Ben, ce serait la visibilité. Ce serait de tenter de mesurer la visibilité puis la notoriété comme de notre entreprise lorsque quelqu'un pose cette question-là ou ouvre la discussion sur ce sujet-là. Est-ce que vous apparaissez? Donc, on parlait de Bing, là, je terminais avec Bing en montant un pourcentage là, de visibilité sur des requêtes, sur des grounding queries. Ça serait, à mon avis, quelque chose qui serait le plus proche là, d'un suivi d'une métrique là, pour dire, ben, on n'était pas du tout visible quand quelqu'un parlait de ce sujet-là, même si c'est simplement pour montrer notre notoriété, dis-je bien, que ce n'est pas relié à un produit de vente. Il y a 2 mois, on ne l'était pas. Dans 3 mois, on est en train de l'être. Notre visibilité augmente là-dessus. Ça sert notre entreprise. J'irais de cette façon-là, peut-être. Ok, top. Merci. J'espère, Stéphane, que tu es armé maintenant pour aller convaincre tes patrons. Et je vois que Béatrice est en train d'écrire une question. Est en train d'écrire dans le chat. On a fait le tour des questions, je pense. Donc, on va pouvoir y aller avec notre petit quiz. Vous voyez tous mon écran. Donc, on va pouvoir démarrer. Pour ceux qui n'ont encore jamais fait nos quiz, sachez que, évidemment, il faut bien répondre à la question, mais il faut aussi répondre rapidement, puisque c'est en cas d'égalité ou de grand chelem pour plusieurs personnes, c'est le plus rapide qui se verra être tout en haut du podium. Donc c'est parti pour ce petit quiz de 5 questions et on va y aller avec un partage d'écran qui saute pile au moment de la première question. Donc je vous remets ça.
Combien de retrieval layers un LLM comme ChatGPT génère-t-il à partir d'une seule requête? Et ça, j'ai bien fait attention, tu l'as bien cité expressément parce que tu savais que c'était dans les questions, Alex. Donc, normalement, si vous avez été attentif, vous devriez avoir la réponse. On va voir ce que ça donne. 10 à 12 reformulations, pas mal. L'immense majorité d'entre vous a eu la réponse. Effectivement, donc 10 à 12 fois, il va reformuler pour chercher on va dire un champ sémantique un peu plus large que la simple requête de l'internaute. Deuxième question, attention, il y a 3 bonnes réponses. C'était en début de webinaire. Quelles sont les 3 caractéristiques d'un contenu non standardisé au-dessus de Google, donc un non-commodity content? En bon français, est-ce qu'il doit être unique, spécifique, enrichi ou authentique? Là aussi, on est rentré un petit peu dans le détail de tout ça quand même, sur les 3 points, etc. Et puis on vous a aiguillé en disant les 3 caractéristiques. Donc c'est effectivement unique, spécifique et authentique, qui sont, en tout cas officiellement, de ce qu'a partagé Google, les 3 fondamentaux, disons, du contenu non-commodity. Donc bravo à ceux qui ont bien répondu, notamment Karine, Fred et Mylène, qui sont pour l'instant tout en haut du podium. On passe à la question 3. Quel est le facteur numéro 1 qui influence les mentions dans ChatGPT selon les données présentées? Ça, c'était l'espèce de petit camembert là, avec des proportions par rapport à ce qui avait le plus de poids dans la prise en compte par les robots IA sur la façon dont ils déterminent qui ils vont citer. Et ceux qui avaient le plus de poids de mémoire, c'était 41%, c'était les mentions dans des listes d'autorité. Donc bravo aux 21 qui l'ont vu, notamment Aurélie, qui passe devant Fred et Hélène Carl. Et il nous reste 2 questions. Selon les données présentées, de combien les AI Overview peuvent-ils réduire le trafic organisé? Celle-là, elle n'est pas facile, c'était vers la fin. Je pense que c'est dans la dernière ou l'avant-dernière slide. Et ça disait ça. Ça s'est déjà vu d'ailleurs, notamment, je pense, pour les sites de niche dont tu parlais, de contenu, etc. Où naturellement, la réponse arrive directement, soit dans les réponses de Google AI, soit avec directement par les outils d'IA génératifs directement. Et donc, ouais, ça peut aller jusqu'à 60%. Donc, c'est quand même assez significatif. Pas mal d'entre vous l'ont su, notamment Aurélie. Mais là, on a un vrai duel là. Hein. Avant la dernière question, Aurélie et Fred, c'est au coude à coude. Soyez vifs sur la gâchette pour la dernière question. Parmi ces éléments, lequel ne fait pas partie de la checklist AI friendly qui a été présentée? Est-ce qu'il ne faut pas commencer par un résumé TLDR? Est-ce qu'il ne faut pas écrire des paragraphes de 300 mots minimum? Est-ce qu'il ne faut pas créer une section FAQ? Ou est-ce qu'il ne faut pas rédiger vos H2, H3 comme de vraies requêtes? J'avoue que la formulation peut prêter un peu à confusion. Mais en même temps, c'est ça la beauté des quiz, non? Si on veut mettre un peu de piment. Effectivement, on ne veut pas écrire des paragraphes de 300 mots minimum. Alex a insisté dessus parce qu'il connaissait le quiz. Mais aussi parce que c'est important. De façon générale, on veut un peu structurer avec des petits blocs de texte qui sont contenus plutôt que mettre des gros pavés comme on avait plutôt tendance à le faire par le passé. Donc, c'est plutôt des petits paragraphes. Tu parlais de 80 mots hein, de mémoire Oui. Qui étaient recommandés. Donc, nous voilà à la fin de ce quiz. Et on va voir qui sont nos champions. Hélène Carl, 3e, tu as été en place tout le long. Bravo pour cette 3e place. Fred, 2e, et donc en première position pour 8 petits points. On a Aurélie. Bravo Aurélie, ça s'est joué sur le fil, mais c'est toi qui gagne ce quiz. Donc tu peux nous contacter directement, soit sur notre site web, soit contacter Constance. Donc c'est constance@lafusée.ca. Et puis, on te contactera pour les modalités de ton gain. J'espère que vous avez passé un bon moment. Toi, tu as passé un bon moment, Alex? Oui. Bon. Tant mieux. Est-ce que tu as un mot de la fin avant qu'on se quitte? Le mot de la fin, je pense que c'est toi qui l'avais tout à l'heure quand tu disais tout ça. Je sais que pour plusieurs, il y a une baisse de trafic, puis ça peut être parfois démoralisant. Mais en même temps, je pense que quand on regarde devant, avec ce contenu unique authentique-là, c'est simplement plus agréable à faire, on apporte plus de valeur,
c'est quelque chose qui est plus vrai. Donc, on peut sauter à pieds joints là-dedans avec joie, puis ça rend notre pratique plus riche. Donc, c'est ce que je dirais. Il y a un défi c'est toujours difficile de s'adapter, mais enfin, au niveau du métier puis de notre pratique, là-dessus, c'est pour le mieux. Bon, super. Bah oui, en effet, il y a encore de la rédaction web, encore de beaux jours devant elle, et c'est pas encore un remplacement complet par l'IA. Pas du tout. Merci infiniment, Alex, de nous avoir consacré ton temps. Je vous rappelle qu'il y a la formation rédaction web qui est disponible, que je vous remets dans le chat avec Alex le 8 juillet, si vous voulez aller plus loin dans tout ça. Et puis, bah, on se dit à la prochaine, tout le monde. Et puis encore merci, Alex. Bonne journée à tous. Merci pour l'invitation. Au revoir.